Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Pour prendre la sortie, je dois mettre mon clignotant droit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, on est sur un carrefour à sens giratoire. Donc, pour prendre la sortie, je vais devoir mettre mon clignotant droit. Cependant, c'est pas suffisant. Pour sortir du giratoire, il faut faire le contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit, rétro-droit, angle mort droit. Et là, je pourrai sortir. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Dans ce tunnel, je dois allumer réponse A, mes feux de position seule, réponse B, mes feux de croisement. Alors, dans un tunnel, il est obligatoire d'allumer ces feux de croisement. Les feux de position seule ne sont pas suffisants. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. De jour, les motos sont dans l'obligation de rouler avec les feux. Réponse A, de croisement. Réponse B, de route. Réponse C, de position. Alors, les deux roues motorisées sont dans l'obligation de rouler avec les feux de croisement de jour afin d'être mieux vus par les automobilistes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Le marquage au sol motorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde bien la ligne ici. On a une ligne continue et juste à côté, une ligne discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Alors, comment ça fonctionne? Si la ligne discontinue est sur ma voie, ça signifie que c'est comme si on avait une ligne discontinue. Donc ici, par exemple, je pourrais dépasser. Par contre, si la ligne continue est sur ma voie, alors c'est une ligne continue. Donc je ne peux pas dépasser, sauf exception bien sûr. Donc ici, est-ce que le marquage au sol motorise le déplacement? Bah oui, parce que regardez bien, la ligne discontinue est sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche ? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, pour cette question, vraiment, si tu as eu foi à cette question, et notamment sur la notion de croisement à l'indonésienne et le croisement par contournement, c'est que clairement, il te manque des notions de base sans lesquelles tu ne pourras pas avoir ton code de la route. Donc, si tu as eu faux, je t'incite vivement à te former via notre plateforme pédagogique en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 6. Je dépasse les 3 camions en même temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse en restant sur cette voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans une situation très courante, surtout sur autoroute. Alors, ici, vous voyez qu'on a 3 camions sur la file de droite qui sont très rapprochés. Donc effectivement, si je dépasse les 3 en même temps. Pourquoi ? Parce que si je me rabats entre les camions, la distance de sécurité ne sera pas respectée. Ensuite, deuxième partie de la question, je dépasse en restant sur cette voie. Alors, on voit bien que le camion du milieu, lui, a activé donc ses clignotants gauche pour dépasser un des camions. Donc, il risque de venir sur la voie dans laquelle on est. Donc, si je veux dépasser ces 3 camions, il faut que je me mette sur la file de gauche. Donc ici, à la question, je dépasse les 3 camions en même temps ? Oui, réponse A. Je dépasse en restant sur cette voie ? Non, réponse D. Question numéro 7. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, comme le montre ce document que vous retrouverez dans l'information, la fatigue est bien responsable de 1/3 des accidents sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 8. L'ABS permet, réponse A, de réduire la distance de freinage en cas de freinage d'urgence. Réponse B, d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Alors, déjà, l'ABS, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ABS, ce sont les initiales pour anti-blocage système. Ou sinon, plus simplement, c'est anti-blocage des roues.
Donc c'est un système qui va éviter que tes roues se bloquent lors d'un freinage d'urgence. Alors pourquoi ce système ? Regardez cette petite vidéo. Lorsque vous freinez d'un coup, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas d'ABS ? Vos roues vont se bloquer, ce qui va entraîner en fait une perte de la manœuvrabilité du véhicule. Et donc la voiture elle va partir dans tous les sens parce que vos roues seront bloquées. Qu'est-ce que va apporter l'ABS ? L'ABS, ce qu'il va faire lorsque vous allez appuyer à fond sur le frein, c'est que en fait, il y a un système à l'intérieur qui va faire en sorte que les roues ne se bloquent pas. Donc c'est un système qui va agir sur les plaquettes de frein et qui va en fait faire en sorte de bloquer les roues par intermittence, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça va permettre ça ? Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du véhicule et donc une meilleure manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Donc, l'ABS va permettre d'améliorer la manœuvrabilité lors d'un freinage d'urgence. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas réduire la distance de freinage, en aucun cas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux circuler A. En feu de route, B. En feu de croisement, C. En feu de position. Alors, ici, on est dans une agglomération éclairée de nuit. Donc, je peux rouler en feu de position et en feu de croisement. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, pour tous ceux qui se sont trompés à cette question, je suis désolé de vous le dire, c'est que vous ne connaissez pas votre cours. Voilà. C'est que vous n'avez pas vu le cours. Ce genre de questions tombe énormément durant les examens officiels. D'ailleurs, il n'est pas rare d'avoir 3, 4, 5 questions sur l'utilisation des feux. Question numéro 10. Je peux stationner sur l'accotement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule est bien stationné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu remarqueras qu'à notre droite, on a des lignes de rive discontinues. Donc, il est autorisé de stationner et de s'arrêter sur l'accotement à droite. Concernant le véhicule qui y est stationné, justement. Alors là, vous remarquerez une chose. Vous remarquerez que il est stationné juste devant une intersection. Or, c'est ce qu'on appelle un stationnement dangereux. Donc, ça, c'est 135 € d'amende, 3 points en moins, immobilisation et même suspension. Donc, ici, est-ce que je peux stationner ? La bonne réponse est la réponse A. Est-ce que le véhicule est bien stationné ? La bonne réponse est la réponse D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 11. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule, sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Ou même en probatoire, on est à 110 km/h. Alors, il faut que tu saches que pour les poids lourds, donc pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. Donc, au minimum, entre toi et le camion, dans cette situation, il y a 20 km/h de différence, ce qui est énorme. Donc, je suis sur la voie de gauche, je suis sur autoroute, je peux dépasser ce camion. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 13. En attendant les secours, je donne à boire à la personne accidentée. Oui, réponse A, non, réponse B. Je déplace la personne, si elle est mobile, en dehors de la chaussée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, petit rappel, lors d'un accident avec dommages corporels, oubliez pas la règle du PAS, du pas. Donc, protéger tout d'abord, alerter, et ensuite secourir. Ici, la question précise en attendant les secours, c'est-à-dire que l'étape de protéger et d'alerter a déjà été réalisée. Alors, comment s'occuper d'une personne qui doit être secourue ? Alors, tout dépend de deux choses. Est-ce qu'elle est consciente ou est-ce qu'elle est inconsciente ? Alors, si elle est consciente et qu'elle peut se déplacer, alors effectivement, on l'aide à sortir de la chaussée. Voilà. Une fois en dehors de la chaussée, on lui donne une petite couverture de survie et on lui parle. On n'arrête pas de lui parler. C'est très important parce que ça permet de garder la personne consciente. Alors, si elle est inconsciente, alors là, c'est différent. Donc, toujours, on ne donne ni à boire ni à manger, quoi qu'il arrive, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Dans ce cas-là, vu qu'elle est inconsciente, on va la mettre en ce qu'on appelle en PLS, en position latérale de sécurité. Une fois que la position latérale de sécurité a été mise en place, pareil, on lui met par-dessus une couverture de survie et on attend les secours. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, ici, on voit que on a un piéton, en l'occurrence une piétonne, qui va vers le passage piéton. Donc, elle a tout l'air de vouloir passer le passage piéton. Donc là, effectivement, ici, je vais préparer à m'arrêter. Est-ce que je klaxonne ? Déjà, en agglomération, il est interdit de klaxonner. Et en plus, il n'y a aucune raison de klaxonner. Si elle s'apprête à traverser le passage piéton, je ralentis et je prépare à m'arrêter. Il n'y a aucune raison de klaxonner ici. Donc, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je klaxonne. Non, réponse D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. La principale catégorie des piétons tués est celle. Réponse A. Des enfants. Réponse B. Des personnes de plus de 65 ans. Et oui, les personnes de plus de 65 ans représentent 52% des tués parmi les piétons, alors que cette population ne représente que 17% de la population totale. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 16. Ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule. Réponse A, de chaîne à neige. Réponse B, de pneus hiver. Si je possède un 4x4, les chaînes doivent être équipées sur réponse C, 2 roues motrices. Réponse D, 4 roues motrices. Alors, ce panneau, il est vraiment très spécifique. Et je vous avouerai qu'en fait, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, et ça c'est vrai. Alors, qu'est-ce que veut dire ce panneau ? Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Il veut dire 2 choses. Soit, il vous oblige à équiper vos roues de dispositifs antidérapants amovibles, ou bien d'équiper votre véhicule de pneus hiver. Alors, c'est quoi un dispositif antidérapant amovible ? C'est soit des chaînes métalliques, comme tu le vois ici, soit des chaînes textiles. On appelle ça aussi des chaussettes. Les pneus hiver, c'est quoi ? C'est des pneus spéciaux, et tu les reconnais parce qu'ils sont estampillés sur le flanc 3P MSF, qui veut dire Tree Peak Mountain Snowflake. Alors, en général, c'est pas marqué 3P MSF, mais il y a le petit logo, et regardez, le logo, c'est quoi ? C'est 3 pics, Tree Peak, qui représente une mountain, et à l'intérieur, il y a un flocon de neige, Snowflake. C'est pour ça qu'on appelle ça, ce logo, le Tree Peak Mountain Snowflake. Alors, il y a quand même des petites particularités. Si tu
équipe tes roues de dispositifs antidérapants amovibles. Alors, tu dois savoir que tu dois les équiper sur toutes les roues motrices. Toutes les roues motrices. C'est-à-dire que, si tu as un 4x4, ça a 4 roues motrices, il faut que tu équipes tes roues de dispositifs antidérapants sur les 4 roues. D'accord ? Pareil, concernant les pneus hiver, si tu décides d'équiper ton véhicule de pneus hiver, tu dois équiper ton véhicule sur toutes les roues. Alors, il y a encore une fois une particularité sur ce panneau d'obligation. Alors, ce panneau d'obligation, donc ici, t'oblige à mettre des dispositifs antidérapants amovibles seulement si la route est enneigée. Si elle n'est pas enneigée, t'as pas à mettre de dispositifs antidérapants. Alors là, normalement, tu dois dire, ok, d'accord, donc si la route elle n'est pas enneigée, je suis pas obligé de mettre de chaîne antidérapante. Mais si la route elle n'est pas enneigée, est-ce que je suis obligé d'équiper mon véhicule de pneus hiver ? Ah ah. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je réserve ça à ceux qui vont dans l'information. Et c'est une question importante. C'est une question importante. Donc, pour revenir à la question, ce panneau indique l'obligation d'équiper son véhicule de chaîne à neige, oui, réponse A. De pneus hiver, oui, réponse B. Si je possède un 4x4, donc d'un véhicule équipé de 4 roues motrices, alors je dois équiper les chaînes sur les 4 roues motrices, réponse D. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 17. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Le véhicule à droite s'insère inopinément sur ma voie. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors, cette situation est très courante, vous verrez quand vous aurez votre permis de conduire. Donc, des véhicules qui s'insèrent inopinément sur une voie. Dans ce cas-là, klaxonner n'aura aucune utilité. De plus, regardez bien sur la vitre arrière de ce véhicule, on a un A. Donc, c'est un apprenti conducteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit et on le laisse s'insérer sur la voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Ce véhicule transporte des matières interdites. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereuses. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce poids lourd qu'il y a en face de nous a 2 plaques derrière son véhicule. Tout d'abord, la plaque de gauche, orange, et la plaque de droite, sous forme losange, est verte. Que signifient ces plaques ? Alors, tout d'abord,
la carte orange. Cette plaque orange s'appelle plaque code de danger. Il indique que ce véhicule transporte des matières dangereuses. Alors si tu remarques bien, cette plaque est composée de deux rectangles. Le rectangle du haut qu'on appelle code de danger, par exemple matière inflammable, voilà, c'est le code de danger si la matière par exemple est inflammable, et en dessous on appelle ça le code matière, c'est-à-dire le nom de la matière. Par exemple, je sais pas moi, de l'uranium. Hein. Ensuite, la plaque losange. La plaque losange, elle s'appelle la plaque symbole de danger. Elle représente le symbole qui est donné au danger. Il faut savoir que ces symboles sont catégorisés par classe. Et il existe plusieurs classes de symboles de danger. Ici, par exemple, tu peux voir la fiche qui répertorie ces classes. Par exemple, les plaques symboles de classe 1, oui, il y a marqué 1, représentent les matières et objets explosibles. Les plaques symboles de classe 3 représentent les liquides inflammables. Et tu vois, il y a marqué un petit 3 en dessous. Les plaques symboles de classe 5, et qui correspondent aux produits qui favorisent l'incendie. Tu vois, il y a marqué 5 en dessous. Les plaques symboles de classe 7, qui représentent les matières radioactives. Ici, par exemple, dans notre cas, on a un losange vert avec un numéro 2 en dessous, qui représente les gaz, notamment ici les gaz non inflammables et non toxiques. Donc ici, est-ce que ce véhicule transporte des matières interdites ? Bah non, si c'était interdit, il ne pourrait pas les transporter. Ce sont des matières régulées. Est-ce qu'il transporte des matières dangereuses ? Bah oui, parce qu'il a deux plaques, une plaque code de danger, une plaque symbole de danger. Donc il transporte bien des marchandises dangereuses. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 20. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers signes de somnolence est multiplié par réponse A 3 à 4, réponse B 4 à 5, réponse C 11 à 12. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours qui est souvent posée lors des nouveaux examens du code de la route. Donc là je vous montre le document que vous pouvez retrouver donc, dans la formation. Et donc effectivement la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Et le risque d'avoir un accident dans la demi-heure qui suit les premiers risques, les premiers signes de somnolence sont multipliés par 3 ou 4. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Les vitres avant et le pare-brise avant doivent offrir un coefficient de transparence d'au moins. Réponse A, 70%. Réponse B, 80%. Pour les autres vitres, le seuil minimal est de réponse C, 40%. Réponse D, 0%.
Alors là, c'est une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, ce sont des chiffres à savoir concernant le pare-brise avant et les vitres latérales. Avant, le coefficient de transparence doit être d'au moins 70%. Pour les vitrages latéraux arrière et la lunette arrière, il n'y a pas de seuil. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 23. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Pour dépasser ce vélo, A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 25. Ce voyant indique le régulateur de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce voyant est le voyant du régulateur de vitesse. Alors, comment ça marche, le régulateur de vitesse ? Alors, le régulateur de vitesse, c'est une fonction qui permet de maintenir ton véhicule à une vitesse présélectionnée sans appuyer sur l'accélérateur. Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord.
Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur. Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 26. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Pour conduire en sécurité, le passager le plus grand s'installe à l'avant. Oui, réponse A, non, réponse B. Le passager le plus petit au milieu. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de visibilité. Plus une personne sera grande, plus elle va gêner la visibilité du rétroviseur central du conducteur. Donc ce qui est conseillé pour une meilleure sécurité, c'est de mettre la personne la plus petite à l'arrière, au milieu, et la personne la plus grande à l'avant. Les bonnes réponses sont donc les réponses A et C. Question numéro 28. Le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans ce contexte, je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça c'est un point qu'on a vu à plusieurs reprises dans les vidéos YouTube et également donc, dans l'information. Alors, est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser le cycliste? Comme vous le voyez ici, on a une ligne blanche. Donc, est-ce que lorsqu'on a une ligne blanche, on peut dépasser un cycliste? Bon, la réponse est oui, mais à plusieurs conditions. Rappelez-vous, il y a une nuance entre franchissement et chevauchement. C'est-à-dire que là, vous pouvez dépasser le cycliste à condition que vous chevauchiez la ligne blanche. Donc, on va revenir donc, sur la notion de chevauchement et de franchissement. Là, par exemple, dans ces petites animations, voilà, vous pouvez dépasser le vélo si vous chevauchez la ligne. Par contre, si vous la franchissez, c'est-à-dire si les 4 roues sont à l'extérieur, alors ça c'est interdit. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous avez toujours les 2 roues à l'intérieur de la voie, c'est ce qu'on appelle un chevauchement. Et donc là, pour le coup, c'est autorisé, même avec une ligne blanche. Ensuite, deuxième question. Dans ce contexte, est-ce que je peux dépasser ce cycliste? Si vous regardez bien, lorsqu'on regarde au loin, on a un virage
très serré. En fait, on a une très mauvaise visibilité de ce qui se passe à environ 50 mètres. D'ailleurs, si vous regardez bien, et ça aussi on l'a vu à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des balises à chevrons. Donc ces balises à chevrons vous avertissent d'un virage dangereux. Donc ici, on ne peut pas dépasser le cycliste. Certes, on est autorisé à dépasser par le marquage au sol, mais dans ce contexte de manque de visibilité, on ne pourra pas dépasser le cycliste. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 29. Je risque de rencontrer des pierres sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau est un panneau de danger qui indique un risque de chute de pierre et de pierre sur la chaussée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Je viens tout juste d'acheter un véhicule neuf. Le prochain contrôle technique sera dans A. 2 ans, B. 4 ans. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours et c'est une question redondante dans les examens nouvelle réforme. Donc, lorsque c'est un véhicule neuf, c'est 4 ans. Après les 4 ans, c'est tous les 2 ans. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 2 mètres. Alors, en agglomération, afin de dépasser ce cycliste en toute sécurité, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte, car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements, c'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste un vingtième de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Hein. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Hein. Donc, je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation, si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 33. Moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par réponse A, 3, réponse B, 5. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,4 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors ici, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation, moins de 5 heures de sommeil multiplie le risque d'accident par 3. Et 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0,8 g par litre de sang. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, C et D. Question numéro 34. La fatigue est responsable. Réponse A, de 23% des accidents de la route. Réponse B, de 33% des accidents de la route. Après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié. Réponse C, par 3 ou 4. Réponse D, par 5 ou 6.
Alors, comme le montre le document de la formation que je vous mets ici, donc la fatigue est responsable de 33% des accidents de la route. Et après les premiers signes de somnolence, le risque d'accident est multiplié par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 35. L'assurance responsabilité civile est obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est obligatoire de la présenter lors d'un contrôle de police. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut savoir que l'assurance responsabilité civile est obligatoire pour tous les véhicules. Alors, la question c'est maintenant, est-ce que c'est obligatoire de le présenter lors d'un contrôle de police? Eh bien, plus maintenant, depuis avril 2024, vous n'êtes plus obligé de le présenter lors d'un contrôle de police, tout simplement parce qu'ils ont un nouveau fichier, donc le fichier FVA, donc fichier des voitures assurées. Donc ils savent juste, via la lecture de votre plaque d'immatriculation, si vous êtes assuré ou non. Donc il n'est plus obligatoire de présenter son assurance lors d'un contrôle de police. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 36. Dans ce contexte, réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a donc un camion qui veut tourner à gauche et qui est donc rentré dans sa voie de stockage. Alors, là, on peut voir que la voie de stockage n'est pas assez large pour ce camion, dû aux dimensions de la chaussée. Là, c'est vraiment de la faute à personne. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir, attendre que le camion passe pour pouvoir passer dans ma voie. Parce qu'on voit là, ici, que la camionnette, en fait, elle grignote sur ma voie. Donc, ici, je n'accélère pas, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 38. Je viens d'acheter un véhicule. Pour changer la carte grise, je dispose d'un délai. Réponse A, de 1 mois. Réponse B, de 4 mois. Pendant ce temps, je peux rouler avec. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Lorsque vous venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous avez 1 mois pour changer la carte grise. Pendant ce temps-là, vous pouvez rouler avec en utilisant le coupon détachable de l'ancien propriétaire. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je peux rouler avec les feux A, B, C ou D. Alors, là ici, encore une fois, c'est du court. Donc là, on roule dans un temps de brouillard. Donc ici, les feux qui vont être autorisés, ça va être les feux de croisement, pour pouvoir croiser les véhicules.
et les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, et c'est tout. Les feux de route sont interdits en temps de brouillard. Les bonnes réponses sont donc les réponses A, C et D. Question numéro 40. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.